Bonjour à tous. Et donc nous voici pour un 18e épisode de No Legality Times, par cette magnifique journée de juin, tournée en Legality Times en plein milieu d'un beau dimanche de juin, ne me fait absolument pas peur, et Dieu merci. Il s'agit aujourd'hui de savoir comment bien choisir son locataire en Espagne. Vous êtes propriétaire, vous avez a priori la loi, le dispositif normatif qui protégera votre locataire, y compris en cas de défaut de paiement, y compris si vous décidez de ne pas renouveler le contrat à terme, au terme échu. Vous avez, depuis le mois d'avril 2024, une loi qui interdit, sans s'y attendre, toute forme de discrimination à l'accès au bail. En France, c'est depuis le 30 décembre 2004, donc j'allais dire à la bonne heure. À la bonne heure, oui, mais il faut faire attention. Bon, on a tendance à vouloir se prémunir ou penser se prémunir des impayés, certes, mais pas que, parce que bien choisir son locataire, c'est se prémunir des impayés, mais pas que. Vous allez pouvoir avoir un locataire qui va vous payer religieusement, mais qui derrière va sous-louer en se faisant un énorme bénéfice, qui va faire de la location touristique illégale sur votre dos, qui va faire de la colocation à tire-larigot tout en payant religieusement, mais qui aura transformé votre bien en un négoce illégal. Savoir que le négoce illégal, négoce jurídico criminalizado, est assimilable à un délit d'escroquerie. Donc, il faut faire extrêmement attention au profil du locataire que vous prenez et ne pas seulement vous soucier du défaut de paiement, essentiellement, mais pas que, et loin de là. Bon. Donc, je le disais, il est interdit de discriminer en raison de l'âge, de l'origine sociale, de l'ethnie, de la religion, de la nationalité, de ceci, de cela. En Espagne, il était assez courant jusque-là de trouver des propriétaires qui mettaient queremos arrendatarios, queremos inquilinos españoles. C'était tout à fait courant. On ne voulait que des Espagnols. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, ce genre de choses, ce genre d'annonce a pratiquement disparu, en tout cas est tombé sous le coup de la loi. Mais il est vrai que les discriminations sont légion, discrimination essentiellement à l'ethnie, les maghrébins, les personnes d'ethnie maghrébine en tout cas en sont les premières victimes en Espagne. En France, ce sont les personnes d'ethnie subsaharienne. Bon, ça prête à réfléchir tout de même, parce qu'il reste, je veux dire, tant en France comme en Espagne, il reste quand même une certaine forme de xénophobie et de racisme latent. Or, certains d'entre vous me diront, ça peut se comprendre parce que on voit le profil de ceux qui squattent, on voit les statistiques de la criminalité, de la délinquance, ceci, cela. Non, c'est pas vrai. Non, ça ne peut pas se comprendre. Vous avez toutes sortes de gens qui squattent, vous avez toutes sortes de gens qui délinquent. Alors c'est sûr qu'il y a un taux, bon, il y aura toujours un taux peut-être plus important sur certains types de délits par définition, parce que bon, quand vous vous retrouvez clandestin, sans papier dans un pays à 8000 km de chez vous, avec votre engin et votre couteau, pour parler vulgairement, la pauvreté est la mère du crime, j'allais dire. Mais cela étant, vous avez le tout étant de prendre des critères objectifs, des critères restrictifs, sévèrement restrictifs, mais que tout le monde sur ce plan-là soit mangé à la même sauce. Voilà. Partir avec un a priori, je ne veux pas de locataire qui s'appelle Mohamed, je ne veux pas de locataire qui s'appelle Moussa, non, c'est inacceptable. Voilà. Et c'est totalement inacceptable, et cette loi a été la bienvenue sur ce terrain-là. Vous savez, j'avais comme ça j'ai un client
On va l'appeler Samir. Samir qui est ingénieur, qui est français d'ailleurs, et pas autre chose que français. Ses parents sont d'origine algérienne. Son père n'est même pas né en Algérie. Vous voyez, bon, déjà de la troisième génération. Il est très typé maghrébin. Hein, ce sont un type physiquement qui le catalogue d'entrée. Et d'entrée, parce qu'il s'appelle Samir, d'entrée, de par son type maghrébin, il est disqualifié. Il a un salaire que beaucoup enviraient, hein, mais il se fait que pour beaucoup de choses, dont l'accès au bail, eh bien, certains propriétaires n'entraient même pas en matière. Aujourd'hui, Samir a acheté. Il a résolu le problème, parce qu'il en avait les moyens. Là encore, je ne vous raconte pas ce à quoi on a eu droit de la part du vendeur. Mais est-ce que seulement il est solvable? Mais s'il doit faire un prêt, j'en veux pas, parce qu'il va arrêter de payer son prêt. Mais ceci, mais cela, enfin... Je dis, mais ça ne vous regarde pas qu'il arrête de payer son prêt. Puis il n'arrêtera pas de payer son prêt, un crédit engage, il doit être remboursé. Demandez-vous si vous allez payer votre prêt, les prêts que vous avez derrière à la fin du mois, d'accord? Parce que vous avez des dettes, monsieur. Alors, voilà, bon. Et c'est même pas votre problème s'il arrête de payer son prêt, c'est celui de la banque. Ah oui, mais bon, ceci, j'ai le droit à tout. Voilà. Donc ce genre de discrimination, on arrête. Parce que c'est pas acceptable dans un état de droit et c'est pas acceptable dans un pays civilisé. C'est tout. Par contre, on a le droit, chez soi, dans sa propriété, de décider qui est le bienvenu et qui ne l'est pas, sur des critères judicieux et objectifs. Donc la première des choses à faire, c'est de demander un aval bancaire. C'est-à-dire, l'aval bancario, c'est-à-dire que la banque s'engage à se subroger aux obligations de votre locataire s'il arrête de payer. Si la banque signe un tel engagement, c'est que votre locataire, il est sérieux, il est solvable. Hein. Parce que prendre un cautionnaire, évidemment que c'est une bonne idée de prendre un cautionnaire externe, quelqu'un qui va se porter caution, qui sera un parent de ce locataire, qui sera... voilà, qui aura quelques... C'est vrai qu'en France, on aime bien les fonctionnaires en tant que locataire, ou on aime bien qu'un fonctionnaire se porte garant, parce qu'il perdra jamais son emploi. Alors peut-être, c'est peut-être une bonne idée, mais ça ne résoudra pas, parce qu'il y a le fait de ne plus pouvoir payer, et il y a aussi le fait de ne plus vouloir payer. Parce que quand vous avez un système normatif qui défend les mauvais payeurs, qui contre les locataires, contre les propriétaires, qui défend les locataires indélicats comme il le fait, à un moment donné, vous vous dites, mais pourquoi je m'emmerderais? Pourquoi je m'emmerderais à payer? Voilà. On en est là. Donc, il faut faire comprendre d'entrée aux locataires que de toute façon, s'il arrête de payer, c'est de toute façon un tiers qui prendra le relais, et que de toute façon, s'il arrête de payer, ça prendra peut-être un peu de temps. Mais, au final, il sera condamné, là, le contrat sera résilié, il sera expulsé, il sera condamné au paiement parce que le fait d'être expulsé n'est évidemment en aucun cas libératoire de la dette, il sera condamné à payer sa dette locative et il se fera saisir tous ses biens, tous ses avoirs. Et lui faire comprendre que s'il agit comme ça, eh bien, il y a un gros risque pour lui. Parce que la justice, encore une fois, c'est comme un rouleau compresseur, hein. Ça fume, ça, c'est lent, c'est lourd, ça consomme beaucoup d'essence. Et quand vous l'avez dessus, ça marche. Donc, faire comprendre d'entrée au locataire le risque qu'il encourt s'il n'honore pas ses engagements. Si vous voyez qu'il prend ça à la légère, déjà, vous pouvez le dégager. L'aval bancaire, si vous avez la chance d'avoir un locataire avec un aval bancaire, c'est-à-dire le cautionnement d'une banque,
alors là, c'est que vous avez en principe un locataire sérieux. De toute façon, s'il s'avère qu'il ne l'est pas, eh ben c'est la banque qui prendra le relais. Ensuite, autre chose, prendre une assurance, y compris une assurance loyer impayé. Ça coûte peut-être un bras et un œil, mais pour le coup, les assureurs, on sait comment ils fonctionnent, ou les engraisser comme des porcs pendant des mois, des années. Ils jouent sur la peur, ils jouent sur le risque, parce que la peur est un excellent négoce. Ça, on l'a déjà cité moult fois. Et puis le jour où vous avez besoin, il baisse leur culotte. Seulement là, il y a difficilement quelque chose à dire. Je veux dire, si le locataire effectivement cesse de payer, ils n'ont pas d'autre choix. Si vous les appelez en garantie, ils n'ont pas d'autre choix que de vous payer. Donc, peser le pour et le contre, faire un ratio coût-bénéfice. Parce que maintenant, on ne fait plus que ça, des ratios coût-bénéfice. On n'a jamais autant gagné d'argent, probablement, on n'a jamais autant vécu par l'argent, pour l'argent, on n'a jamais été aussi pauvre. Mais enfin, on fait plus que ça, des ratios coût-bénéfice. Alors allons-y gaiement. Donc, faites un calcul, mais effectivement, si vous avez un excellent locataire qui, votre assurance ne sera pas amortie, mais enfin, si vous avez le moindre doute, encore une fois, la meilleure des assurances, de la même façon que le meilleur des déodorants, c'est la douche, la meilleure des assurances, contre les loyers impayés, c'est l'aval bancaire. Ça, c'est certain. Après, pour les profils, on va dire, de ceux qui, parce qu'on a vu que c'était pas seulement le tout de se prémunir contre des mauvais payeurs, bon, ben, vous empêcherez jamais certains de se présenter sur un excellent profil, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit, et puis après, il s'avère que, combien de fois j'ai eu à virer comme ça des locataires, qui s'étaient présentés sous un très bon jour et puis qui après ont fait toutes sortes d'indélicatesses, qui ont commis toutes sortes d'indélicatesses pour rester très poli, toutes les dérives possibles et imaginables qui m'ont conduit à devoir dénoncer le contrat et les faire expulser. Bon, voilà. Mais bon, encore une fois, louer un couple, c'est toujours une bonne idée. Parce que vous louez à une personne seule, par définition, si vous louez un appartement avec une infrastructure suffisante pour accueillir plus personne, vous louez ça à une personne seule qui va vous expliquer qu'il veut recevoir sa famille, ceci, cela. Oui, mais il y a quand même un gros risque qu'il arrondisse ses fins de mois en faisant de la sous-location dans votre dos. Et in fine, vous allez vous retrouver non seulement avec un dommage à la réputation parce que vous aurez quelqu'un chez vous qui fera avec votre adresse, qui fera de la location touristique illégale, mais surtout l'amende. L'amende. La municipalité, jusqu'à 60 000 euros, on l'a vu. On l'a vu sur l'avant-dernier podcast. Jusqu'à 60 000 euros, eh ben, elle sera pour vous, en tant que locataire. Et les ennuis, ça sera pour votre pomme. Donc, une petite inspection régulière, avec le consentement du locataire, bien sûr, a posteriori, parce que c'est pas évidemment le tout de contrôler a priori, c'est le tout de contrôler a posteriori, et c'est ça que je viens, s'impose. Voilà. Votre locataire, sans aller le fliquer jusqu'à, regardez ce qu'il fait. N'hésitez pas à demander, pas de façon incessante, mais à voir l'état de l'appartement. N'hésitez pas à demander, à faire votre petite enquête de voisinage au niveau du syndic de copropriété, la comunidad de propietarios, de vos voisins, etc. N'hésitez pas à prendre des renseignements. On n'a pas besoin d'engager un détective. Alors, vous pouvez le faire, oui, si les enjeux sont importants. Bon, on n'a pas forcément besoin de cela. Vous pouvez vous faire la chose si vous êtes sur place, ou bien sinon, si vous vivez en France, en Suisse, en Belgique, que sais-je, et puis que vous louez votre bien à distance, eh bien, c'est à l'agence immobilière, pour le coup, de faire le filtre. Et tout ce travail de bon choix, c'est à l'agence immobilière de l'engager, et que l'agence immobilière n'hésite surtout pas
à, et ça c'est à vous d'en donner l'ordre, n'hésite surtout pas à aller en inspection, à demander des renseignements. Voilà. Et si elle ne le fait pas, pour le coup, on peut le faire pour vous. Ici, chez Trébuchet Lawyers. Voilà. Donc le contrôle a posteriori pour la qualité de votre locataire est évidemment très important. Et si jamais il y a un défaut de paiement, frappez très fort dès le premier imparo del alquiler, défaut de paiement du loyer. Et dès la première fois, envoyez un burofax, c'est-à-dire, encore une fois, un courrier commandé, certifié par un agent de justice. Donc le contenu est certifié par un agent de justice. Donc personne ne pourra dire que dans l'enveloppe de votre commandé, il y avait une carte postale avec des pâquerettes, si vous devez aller en justice. Vous titrez, vous faites le courrier en espagnol, même si votre locataire est français ou autre, le courrier en espagnol dans tous les cas, parce que vous avez, que ce soit en Catalogne ou au Baléares, deux langues officielles, le catalan et l'espagnol. Dans le reste de l'Espagne, le castillan, le catalan ou le castillan dans le reste de l'Espagne, plus le basque ou le galicien, où vous trouviez. À Valence, le catalan est aussi langue officielle. Donc, vous faites votre courrier en espagnol, avec un titre en gras et en surligné, Imparo del alquiler, quelque chose qui frappe très fort en disant, vous vous régularisez, ou bien, j'engage une procédure de desahucio. Voilà. Si le locataire ne se régularise pas, vous devez attendre le 3e mois d'impayé pour assigner. Le locataire ne le sait peut-être pas, mais vous devez attendre le 3e mois, et en plus, par-dessus le marché, vous devez vous prouver, donc c'est la loi sur les MASC, vous devez vous prouver que vous avez engagé une négociation. Une négociation pour un défaut de paiement, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, c'est où il paye ou il ne paye pas. Bon, encore une fois, ça ne fait pas de sens, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça, le propriétaire ne peut pas le faire seul. Il doit être accompagné d'un avocat qui va optimiser le temps, ce temps qui joue contre vous, parce que vous derrière, en tant que propriétaire, vous pouvez très bien avoir un prêt derrière. Même, vous avez vos charges de copropriété, vous avez plein de choses, vous avez l'eau et l'électricité. Ah oui, l'eau et l'électricité et le gaz, si jamais fourniture en gaz, mais enfin de moins en moins. Ne gardez jamais le contrat de fourniture à votre nom. À partir du moment où vous avez un locataire, exigez que le contrat soit au nom du locataire. Parce que si jamais il arrête de payer, et qu'en plus par-dessus le marché, il arrête de payer l'eau et l'électricité, vous ne pouvez pas, vous, dénoncer le contrat et lui couper l'eau ou l'électricité. Sinon, vous êtes délinquant, delito de coacción. Et si vous dites, bon ben, on laisse pisser, après tout, il arrête de payer, et puis au moment où il aura arrêté de payer, eh bien, l'électricité ou l'eau sera coupée, c'est vous qui serez inscrit au fichier des mauvais payeurs, au fichier de morosos, HNEF. Donc le HNEF qui est le fichier central. Et c'est à vous que reviendront les frais de reconnexion, ceci, cela. Donc, toujours exiger que le locataire prenne son contrat de location, de fourniture à son nom. Toujours. Impératif. Bon. Donc, encore une fois, tout ça, le propriétaire ne le devine pas. Et encore une fois, à partir du moment où vous avez un impayé, le tout, c'est de pas y aller seul et d'avoir un avocat chevronné, spécialiste, qui sache optimiser le temps. Et que, au 3e impayé, on ait déjà les sommations de fait, on ait déjà la tentative de négociation de fait, et puis qu'il n'y ait plus qu'une chose à faire. Une seule. Aller au contentieux. Et assigner, et demander des mesures conservatoires, dans la mesure du possible, desahucio por falta de pago, donc procédure d'expulsion pour impayé, c'est entre 12 et 18 mois aujourd'hui. Entre le moment où vous assignez et le moment où vous avez l'interviento. Donc c'est très long.
Là, j'ai aujourd'hui certains tribunaux, comme Vilanova et Geltrú, comme Ibiza, j'ai assigné en janvier, donc j'ai mis au rôle en janvier, les dossiers ne sont toujours pas répartis, y compris sur des dossiers en référé. Voilà la vérité. Voilà la triste vérité judiciaire en Espagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vite? Eh bien, quand vous avez un locataire qui arrête de payer, c'est le pousser vers la sortie. Et lui faire comprendre que plus il restera, plus il paiera cher, et plus il sortira avec pertes et fracas. Et dire que ça va lui coûter un tout petit peu moins cher, que ça va lui coûter, que ça sera effectivement plus rapide, mais que ça va lui coûter moins cher, et qu'il a intérêt à déguerpir et en vitesse. Mais ça encore, vous devez le faire dans le cadre d'une négociation encadrée. Alors qu'on ne vous accuse pas de harcèlement ou de ci ou de là. La loi est tellement protectrice des locataires ou des payeurs que n'importe quel comportement impulsif et a fortiori agressif de la part d'un propriétaire frustré est considéré comme délictuel. Donc, n'y allez pas seul, faites-vous encadrer, faites-vous conseiller et ne vous laissez pas décourager, vous propriétaires, par une loi qui joue contre vous. Vous êtes peut-être pas protégé par la loi, mais vous êtes protégé par la morale et par le bon sens et par un droit qui n'est certainement pas moins important que le dispositif législatif, qui est même plus important, qui est dans la Carta Magna du système normatif pyramidal espagnol, qui est la Constitution, et qui est la défense du droit à la propriété. Le droit à la propriété est un droit inviolable et sacré. Et si vous vous trouvez lésé dans ce droit à la propriété, agissez. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien pour une semaine qui s'annonce rude et chaude. Et à dimanche pour un nouveau podcast.